On parle de géothermie. Je me restreins, comme je vous disais, à ce que dans le jargon on appelle la géothermie de surface. C'est une géothermie, elle n'est pas là pour produire de l'électricité. Voilà, c'est ça que je vais vous demander de retenir. Malgré tout, la surface, 200 mètres de profondeur, ça commence à faire pas mal. En fait, on va exploiter l'énergie du sous-sol, ce qui va nous permettre de refroidir ou bien de chauffer. C'est ça les usages de la géothermie. Donc refroidir et chauffer, le spectre est très large. Ce à quoi on va penser de prime abord, c'est un bâtiment, faut le réguler en température. Donc quand il fait froid dehors en plein hiver, c'est bien d'avoir du chauffage. L'été, quand il fait très chaud dehors, il y a des fois, malheureusement, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des systèmes pour refroidir le bâtiment. Contrairement à il y a quelques années, on disait qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Et voilà, la géothermie permet de satisfaire ces usages-là et c'est les deux auxquels on va penser le plus facilement. Maintenant, il y a beaucoup... chauffer et refroidir, c'est des choses qu'on trouve dans notre quotidien également pour d'autres choses. Quand on ouvre le robinet d'eau chaude pour se laver les mains ou pour prendre une douche, il a fallu la chauffer cette eau. La géothermie peut y répondre. Alors, géothermie, énergie donc naturellement présente dans le sous-sol, c'est une énergie qui est renouvelable, voilà, ça coûte rien de le rappeler. Elle est toujours présente, elle est toujours là. Souvent, on fait l'énergie renouvelable, on va penser au solaire ou à l'éolien, qui ne sont pas là soit la nuit, soit quand il n'y a pas de vent. Là, sous terre, vous avez systématiquement de l'énergie. C'est disponible à toute heure, donc il n'y a pas de souci à se demander si au moment où on va en avoir besoin, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là. La réponse est oui, elle est là. Elle est éminemment locale, parce que souvent, les calories, on ne va pas les chercher à plus d'une dizaine de mètres. Il y a des fois où, dans certains cas, il peut y avoir un impact à 100 ou 200 mètres. Ça commence à devenir loin déjà. Et puis, là aussi, je reviendrai là-dessus plus tard. En géothermie, on a besoin d'électricité à un moment. Ceux qui ont fait de la chaleur, on a besoin d'électricité. Mais par contre, l'énergie qui est dans le sous-sol, elle est gratuite à l'utilisation. Donc on va avoir certains frais d'électricité, mais par contre, on n'est pas du tout facturé sur tout ce qu'on prend dans le sous-sol. De l'utilité d'aller rechercher de la performance, quelque chose qui est techniquement performant, où on va prendre autant que possible l'énergie dans le sous-sol, plutôt que de prendre l'énergie sur la prise électrique. Ça peut arriver que pour des raisons économiques, que pour des raisons juridiques, des raisons de pertinence, on ne puisse pas faire de géothermie, ça c'est possible. Par contre, dire qu'on n'a pas de ressources dans le sous-sol, ça c'est foncièrement inexact. En fait, on a une difficulté en région, c'est qu'on a un sol qui est tellement gorgé d'eau, sauf peut-être dans l'extrême sud de la région, que quand on parle géothermie, on va se dire, tiens, on va essayer d'aller trouver de l'eau tiède dans le sous-sol. On va la connecter à une pompe à chaleur qui va faire son travail et ça va nous restituer notre énergie géothermique. Une sonde géothermique, c'est ça, donc avec les tuyaux qui se prolongent en hauteur. L'idée, c'est on fait un trou d'environ 150 mm, 15 cm, dans le sol, sur 100 mètres de profondeur, avec une grosse tarière, tout simplement. On enfouit ça, donc là, il y a un petit... L'objectif, c'est de mettre un lest. Donc on fait un poids, on met un poids qui fait environ 1 mètre de haut de plomb, de telle sorte que ça tire la sonde vers le bas quand on l'enfile. Donc on fait le trou, on enfile le tuyau. Une fois qu'on a enfilé le tuyau, après, il y a un troisième tuyau qui va servir à injecter le béton, et après on injecte le béton en remontant. Et là, on cimente la sonde géothermique, ce qui fait qu'on réisole toutes les nappes les unes avec les autres, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au risque sanitaire des nappes dans le sous-sol. Donc ça jusqu'en haut, et après on n'a plus qu'à raccorder les 2 tuyaux. Alors, en réalité, il y en a 4, c'est pas 2, mais ça tient mieux dans le sac. Après, on raccorde les tuyaux directement sur la pompe à chaleur à la surface, tout simplement. Et une fois qu'on a fait une, hop, 15 mètres plus loin, on en refait une autre. C'est ce qu'ils ont fait Airbus, tous les 15 mètres. Et là, comme ça, on va capter la chaleur du sol sur 100 mètres de profondeur,
tout autour de chacune des sondes. Donc en fait, on a un volume déployé qui est énorme en fin de compte. En gros, vous avez un bâtiment, vous faites une fois l'investissement dans ce système-là, et ensuite, il va accompagner le bâtiment pendant toute sa vie. Bon, c'est une estimation, hein, comme le disait Grégory, on n'a pas autant de recul dessus, mais on est assez confiant en la matière. En géothermie, il y a un organe qui est susceptible de vieillir, c'est la pompe à chaleur. Enfin, pour ce type de géothermie, c'est la pompe à chaleur. Quand on est sur la géothermie sur nappe, il y a également une pompe qui sert qu'on met dans le forage, qui est susceptible de vieillir aussi. Mais ça ne représente pas l'essentiel des coûts d'investissement, loin de là. Déjà, le point de départ, c'est vos besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de chaud, de froid, que de froid? C'est pas pareil, ça conditionne tout derrière. Moi, je peux vous dire que si vous avez besoin de froid et de chaud, la géothermie, elle a une sérieuse longueur d'avance. Très sérieuse longueur d'avance. Si vous avez besoin que de froid, vous pensez que géothermie. Si vous avez besoin que de chaud, il faut regarder les deux. Mais après, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte, parce qu'il y a la notion d'emprise du projet, de taille du projet, de possibilité d'approvisionnement du projet, parce que le bois, du coup, il y a tous ces facteurs-là qui vont rentrer en compte. Et est-ce qu'on peut livrer avec une benne, par exemple? La géothermie, vous n'avez pas ces contraintes-là. Mais vous en avez besoin d'autres. C'est que vous avez besoin d'une emprise foncière pour pouvoir implanter les sondes. Le premier élément, c'était par rapport à l'impact visuel de la géothermie sur sonde. Ce site est équipé de géothermie sur sonde. Si je ne vous l'avais pas dit, je ne sais pas si vous auriez réussi à le repérer ou pas. Et en fait, il y a quelque chose qui trahit la présence de la géothermie sur sonde, c'est le regard que vous voyez peut-être en bas de la flèche. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a les collecteurs, les nourrices sur lesquelles on a raccordé les sondes et qu'on a souhaité garder accessibles pour s'il y a des... C'est là éventuellement qu'il peut y avoir quelques changements à faire. S'il y a une fuite, c'est certainement là qu'elle va être. S'il y a un équilibrage de réseau, c'est ici qu'il va falloir le faire, etc. Donc ça vous donne une idée de l'impact visuel de la géothermie. Et ça, c'est très intéressant quand vous êtes dans des zones protégées monuments historiques. Vous savez, les 100 mètres autour de tous les monuments historiques où on ne peut jamais rien faire, même pas mettre de caisson de climatiseur, et aucun impact visuel. Je sais que c'est une des principales choses qu'on reproche aux techniques de géothermie, les coûts d'investissement. Mais pour moi, qui dit investissement, dit retour sur investissement. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est la question de l'ingénierie financière. Je m'explique. Quand vous faites de la géothermie, vous choisissez de partir sur une solution qui va vous coûter cher en investissement, la géothermie. Vous allez prendre un crédit. Ici, je vous propose de modéliser ce crédit par un crédit sur 15 ans. Et toutes les barres bleues que vous voyez là, c'est tous les ans les annuités que vous allez devoir rembourser. En plus de ça, on le disait tout à l'heure, je suis dans une optique de production du chaud. Hein. La géothermie va consommer de l'électricité. Et du coup, vous allez également avoir cette facture électrique qui correspond au chauffage. Ça, c'est toute la partie orange que j'ai rajoutée au-dessus, que j'ai fait légèrement augmenter parce que globalement, les prix de l'électricité augmentent un peu tous les ans. Et l'alternative, si vous ne faites pas de géothermie, vous partez sur une solution qui coûte beaucoup moins cher, une solution sur l'énergie fossile, à l'investissement, elle vous coûte quasiment rien. Mais par contre, après, tous les ans, vous allez devoir payer votre combustible. Et là, le coût, ça correspond à la courbe rouge qui est ici. Donc, visuellement, vous le verrez mieux en disant c'est le bleu plus l'orange plus le vert. Ça, c'est ce que vous allez devoir payer tous les ans pour payer le combustible de votre énergie fossile qui ne vous a pas coûté grand-chose à l'investissement. Et si je reprends la signification de la partie verte de ce graphique, ce qui apparaît en vert, ce sont les économies. Ça veut dire qu'ici, vous êtes parti en géothermie, vous avez choisi votre crédit sur la bonne durée. Ce que vous voyez apparaître en vert, ça vous fait ça de gagner sur, pour reprendre des termes de collectivité, sur le budget de fonctionnement. En fait, vous avez le budget de fonctionnement, soit vous êtes au niveau fossile et ça correspond à la somme des trois couleurs, soit vous êtes en géothermie et ça va correspondre à la partie en orange.
Le bleu, c'est pris sur le budget d'investissement et le vert, c'est l'économie résiduelle. Voilà, donc ça, c'est un message qui pour moi est très important. Quand on dit que vous avez un temps de retour sur l'investissement de 15 ans, ça signifie que si vous prenez un crédit sur 15 ans, ça vous coûte exactement la même chose en coût global pendant les 15 premières années. Et puis ensuite, après 15 ans, c'est que du bénéfice pour vous. Et vous voyez ici la quantité d'économies que vous pouvez dégager. Ces zones cote ENR, ça permet, en s'adressant à l'ADEME et grâce à un partenariat avec le Conseil régional, de bénéficier pour les collectivités d'aide à 60% sur les études d'aide à la décision et lors de l'installation d'une énergie renouvelable dont la géothermie, c'est solaire, bois énergie et géothermie, de 45% de subvention sur les installations. Il faut prendre le temps d'étudier, les besoins à satisfaire, peut-être comment est-ce qu'il faut les réduire ces besoins et puis ensuite concevoir le système qui va permettre de les satisfaire. Si demain votre chaudière elle a lâché et que vous voulez la changer, honnêtement, c'est trop tard pour faire de la géothermie, moi je ne saurais pas vous accompagner pour en faire. Pas avec les outils que j'ai à ma disposition. Et puis le temps suivant, c'est la réalisation, c'est le chantier. Encore un petit visuel intéressant. Vous avez des besoins de chaud dans le bâtiment. Ils sont comme ça. Vous allez prendre une partie de cette énergie dans le sous-sol, c'est ça c'est gratuit. Et une partie d'électricité, c'est ça, et ça c'est payant. Donc ça vous donne un ratio. Quand vous avez ces besoins-là d'énergie dans le bâtiment, vous divisez par 5 pour savoir ce qui va être votre consommation électrique. Ce qui explique pourquoi la géothermie devient très intéressante à l'utilisation. Pourquoi ça revient beaucoup moins cher que si par exemple c'était un radiateur électrique classique. Là, les besoins et les denrées d'électricité seraient similaires à la chaleur apportée. Donc le jaune serait pareil que le rouge. Si vous avez juste des besoins de froid, du coup c'est à peu près pareil. La quantité d'électricité dont vous allez vous servir, c'est à peu près un quart des besoins de froid dont vous avez besoin dans le bâtiment. Et puis si vous avez besoin de chaud et de froid en même temps, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir tout valoriser d'un coup. Mais vous comprenez bien que si vous avez un système qui est déjà très intéressant juste pour le chaud ou très intéressant juste pour le froid, ça va l'être d'autant plus si vous réussissez à valoriser chaud et froid en même temps. Pour vous présenter deux opérations qui ont été réalisées récemment dans le Loiret, mais il y en a aussi dans le Loir-et-Cher et dans les autres départements. Donc là, c'est la CAF d'Orléans, la CAF du Loiret, qui rénovait ses installations de ventilation et puis qui nous a mandaté pour réfléchir à un système pour rafraîchir les locaux. Il n'y avait pas de climatisation. Donc premier réflexe, c'est de nous dire, voilà, il nous faut un système de climatisation. On a dit, hop, on va réfléchir un peu. On a peut-être quelque chose de mieux à vous proposer. Donc là, donc ça, c'était le mois 0. Ils nous ont mandaté. Et puis au final, une fois qu'ils ont compris les enjeux, non seulement ça permettait de faire du froid, mais en plus, donc avec 12 sondes géothermiques, mais en plus de la chaleur, ce qui leur permettait d'améliorer leur bilan environnemental annuel, puisqu'ils ont des objectifs par leur direction nationale. À ce moment-là, on est parti à faire la conception, désigner les entreprises, 4e mois, les mois 7, 8, 9 travaux, et au bout du 10e mois, la mise en service. Donc 5000 m², 335 000 €, mais là c'est inclus ventilation, seulement géothermie, 240 000 €. Et on retrouve le ratio des 20 000 € par sonde. 12 sondes, 240 000 €. Et là, le besoin initial, c'était le froid, pour lequel on a valorisé aussi de la chaleur. Parce que tant qu'à faire le trou, une fois que le trou il est fait, en fait c'est juste un petit montage et on va tirer du chaud et du froid. Donc là, on est typiquement dans le modèle du bâtiment de bureau. On a des besoins de froid et de chaud. Donc là, c'est l'ancienne poste qui a été totalement réhabilitée et réaménagée en locaux de bureau. On a mis des équipements à l'intérieur qui permettaient de diffuser du chaud et du froid. On a fait 2 sondes, comme ça, hein, à 100 mètres de profondeur. Coût total 58 000 € dédiés aux sondes, à ces organes-là et l'équipement en chaufferie. Donc on a un ballon d'eau, je vous passe les détails, et la pompe à chaleur. Donc c'est un grand lave-vaisselle, quoi, c'est tout. Tout le système il est à l'intérieur. Enfin, c'est comme une chaudière en fait, hein. Vous avez une carcasse et puis des équipements techniques qui sont dedans. Donc ça, cette pompe à chaleur, elle fait le lien entre les sondes, le trou, enfin les trous qui ont été faits, qu'on ne voit pas, qui sont invisibles une fois que c'est comblé, et les organes de ventilation à l'intérieur.
Voilà. À l'intérieur, ça ressemble à n'importe quel autre bâtiment. Le tout, c'est d'avoir les bons radiateurs qui vont bien. Donc là, en l'occurrence, c'est ces cassettes qu'on a souvent dans les plafonds. Ça se présenterait de la même façon. À l'intérieur, vous n'avez que ces espèces de radiateurs qui peuvent avoir cette tête-là, des radiateurs en acier ou en fonte comme on en voit, des planchers chauffants, qu'importe. C'est tout ce qu'on voit à l'intérieur. Et par ailleurs, la taille d'une pompe à chaleur géothermique, c'est à peu près similaire à la taille d'une chaudière gaz de même puissance. Donc finalement, toutes ces questions d'intégration, c'est pas vraiment des questions. Le seul truc qui peut vraiment poser problème, c'est la présence ou pas de foncier accessible autour. Et je renuance tout de suite ce que je viens de dire. Quand on fait des sondes comme ça, une fois qu'on les a mises, on peut même les oublier. Là, comme vous pouvez le constater sur l'image ici, à part qu'on n'a pas encore remis l'herbe qui va bien, on ne voit strictement rien.